Bonjour tout le monde, cette semaine au Guide de l'auto, on vous présente la Polestar 4 et on se demande si le nouveau produit de la marque suédoise a ce qu'il faut en termes de design et de technologie pour se démarquer dans le paysage automobile actuel. Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Je pense, Gabriel, que ça va revenir à plusieurs reprises au cours de l'essai, mais Polestar essaie de nous vendre l'idée que la Polestar 4, c'est un VUS. Non, c'est une voiture. C'est une voiture à saveur sportive et c'est une voiture qui n'a rien à voir avec la Polestar 2. On avait l'impression que celle-ci reprenait le flambeau de la 2 parce que la 2 est partie au moment où la 4 est arrivée. Mais en vérité, c'est deux bagnoles complètement différentes. Et ici, ben, c'est un bolide qui est beaucoup plus gros, plus volumineux. Effectivement, on a la taille d'un VUS intermédiaire, mais avec le design d'une voiture et avec un design particulier, encore une fois, par le fait qu'on n'a pas de lunettes arrière. Est-ce que cet élément-là est un véritable enjeu? Moi, je conduis la voiture depuis quelques semaines et je peux te dire que je me suis facilement habitué au fait qu'on n'a pas de lunettes arrière parce que, évidemment, tu as un rétroviseur caméra qui fait un travail exceptionnel. Mais en même temps, permets-moi de te dire que l'idée de retirer une lunette arrière sur la voiture, c'est pas si ingénieux que ça. Ça fait 125 ans que ça marche une vitre en arrière. Je sais pas pourquoi il fallait réinventer ça. Moi, ce que je dirais, c'est ceci, c'est en raison de la forme de la voiture, de la carrosserie, s'il y avait une lunette arrière, elle serait tellement étroite, tellement mince, qu'on verrait strictement rien de toute façon au travers de cette lunette-là. Il y a deux choses, moi, qui me bug. Un, c'est quand tu essaies de stationner la voiture dans un endroit qui est vraiment très, très étroit, tu n'as pas vraiment une bonne représentation de la distance qui te reste à l'arrière du véhicule. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est quand tu roules, lorsque tu regardes vers le rétroviseur, il faut que tes yeux refassent le foyer, si on veut. Oui, constamment. Constamment. Et ça, c'est un peu distrayant à la longue. Surtout quand tu as des foyers progressifs. Exact. Bon, pour toi, c'est que... c'est ça. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est nouveau que ce soit indispensable. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est que les autres véhicules te laissent le choix. C'est soit que tu l'utilises ou pas. Ici, tu n'as pas le choix. Sinon, c'est tes rétroviseurs extérieurs que tu vas utiliser. Évidemment, pas besoin de vous dire que Polestar, dans la lignée de tout ce qu'on entreprend, c'est une voiture qui n'a pas de bouton physique. Alors, l'ajustement des rétroviseurs, du volant, du siège, tout ça, ça passe par l'écran central. On a une instrumentation aussi numérique là, derrière le volant. Pas besoin de te dire que oui, ça demande adaptation pour ceux qui n'ont jamais été habitués à ce genre de technologie-là. Mais par contre, on nous la vend au prix d'un véritable véhicule de luxe et je peux pas te dire que j'ai l'impression d'être dans un véhicule de luxe tant que ça. La qualité de fabrication, rien à dire. Ça va. Mais au niveau de la présentation, on aurait pu aller chercher. Oui, on aurait pu, on se rabat sur des ceintures jaunes. Là. On aurait pu aller se chercher un petit peu plus de cachet. Bon mot pour la qualité du système audio. Ça, j'ai pas le choix de le souligner. Système Harman Kardon qui est vraiment exceptionnel. Mais un coup de masse pour la téléphonie. Parce que quand tu reçois des appels et que tu es au volant de cette voiture-là, tout le monde te demande si tu roules en décapotable. C'est un élément qu'il va falloir corriger parce qu'il y a visiblement un problème. Dès que tu embarques sur l'autoroute, là, les bruits de vent, c'est insupportable. Il y a aussi un choix de couleurs super impressionnant sur la Polestar 4. 5 variations de gris, noir, blanc. Alors pour ceux qui cherchent un peu d'originalité, ça existe. Vous pouvez payer en option une couleur matifiée jaunâtre, mais sinon, vous allez être dans du gris, noir, blanc. Pas super original, honnêtement. On aurait pu se forcer un peu de ce côté-là. Et c'est très terne. C'est très terne parce que quand on a juste des voitures de cette couleur-là dans le paysage automobile, ça manque d'éclat. Oui, exactement. Juste souligner que le toit de verre qu'on a ici, on peut ajuster le degré de luminosité pour avoir plus de lumière à bord de la voiture. C'est une option de 1 900 $. Une chose qui est intéressante par contre de ce toit panoramique, ça va centrer beaucoup de luminosité dans cet habitacle, surtout aux places arrière, en vertu du fait qu'encore une fois, il n'y a pas de lunettes arrière sur la voiture. Ouais. Donc, et on a un habitacle noir qui est très sombre. Ouais. Et donc, même quand on est assis en arrière, on n'a pas le sentiment d'être un claustrophobe ou quoi que ce soit. C'est quand même assez aéré derrière.
Mathieu, amateur de boutons physiques que tu es, trouve-en. Ah ben non, mais là, c'est terminé. On est à l'ère des tablettes. Là. Les boutons physiques sont sur le volant. Ils n'apparaissent pas dans la Polestar 4. Écoute, on est allé un peu calquer ce qu'on fait chez d'autres constructeurs de voitures électriques. Par contre, question physique... T'es pas nécessairement amateur de boutons physiques, mais es-tu amateur de lunettes arrière? Ah, ça non plus, ça me dérange pas tant que ça. Car il n'y en a pas dans cette voiture-là. Écoute, dans ma vieille Chevrolet Bolt, j'avais la possibilité, comme ça, dans mon miroir, de voir ce que la caméra arrière voyait avec un ultra grand angle. Et je dois avouer que ma vision était bien meilleure dans la caméra que dans le miroir directement. Mais elle te donnait quand même le choix. Exact. Ici, on l'a pas, le choix. Ouais, c'est ça. Sauf que vous raterez rien techniquement. Si vous regardez là-dedans, ben vous allez avoir exactement et même plus que ce que vous auriez l'habitude de voir dans le miroir. Oui, parce que tu as une lentille de caméra qui est orientable, donc qui va bouger en fonction de la position de la voiture et du mouvement de caisse. L'autre truc, c'est que la lentille est quand même un petit peu moins longue à déneiger qu'une vitre au complet. Quand tu arrives à ta voiture qui est tombée un pied de neige, tu as juste à passer ton pouce comme ça et ta lunette arrière est déneigée. Ce qui est embêtant, c'est quand tu fais du reculon, puis là, t'es comme « Ah, ben non. » C'est ça. Donc, sinon, c'est sûr que c'est une voiture qui, plus que jamais, demande une certaine adaptation. On parle de l'absence de boutons physiques et aussi, c'est un système Google avec lequel c'est pas nécessairement tout le monde qui est familier, mais vous allez très rapidement trouver vos repères parce que c'est assez simple et c'est assez bien indiqué. C'est contre-intuitif d'aller dans un menu pour faire avancer, reculer le volant. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a intégré dès le début et dès l'arrivée des Polestar le système Google Automotive à l'intérieur. Ouais. L'assistant Google va devenir l'intelligence artificielle Gemini, fort probablement. Et on a aussi le Live Lane Guidance. Ça, c'est une coche de plus que le Google Maps, c'est-à-dire que la voiture va pouvoir voir le marquage au sol, les panneaux pour nous dire exactement dans quelle voie se placer pour, par exemple, prendre une sortie dans un échangeur qui peut être un peu complexe. Donc, ça va améliorer comme ça votre expérience de conduite. Mais moi, c'est sûr que le Polestar a une place un peu particulière dans mon cœur parce que c'est avec la technologie de Polestar que j'ai fait mon entrée au Guide de l'auto. C'est comme ça que la techno et l'auto se sont mariés dans ma vie. Et dernière chose, j'aime un peu la personnalisation du véhicule à l'intérieur. On y est allé avec un choix de planète comme ça pour choisir ses couleurs. Hein? Donc, si tu veux du rouge, tu vas aller sur la planète Mars. Bien joué! Yes! J'étais pas sûr de l'avoir eu, là. J'hésitais. Bon, moi, la seule chose que je peux te dire, par contre, tu sais, une clé avec des boutons, ça n'a jamais fait mal à personne. Un bouton de démarrage dans une voiture, ça n'a jamais fait mal à personne. Et là, tu vas me dire, oui, mais à quoi bon, puisqu'il suffit d'embrayer pour quitter? Sauf qu'il m'est arrivé à quelques reprises de stationner la voiture, de quitter et qu'elle ne s'éteigne pas. Parce que t'as beau avoir une technologie qui est complètement à jour, il n'en demeure pas moins qu'il y a des paramètres qui font en sorte que ta technologie ne fonctionne pas ou fonctionne moins efficacement. Un bouton de démarrage dans une voiture et un bouton pour la déverrouiller ou de la verrouiller, si tu n'es pas capable de le faire de façon numérique, ça serait quand même une bonne idée. Parce que, veux pas, c'est quand même un élément de différenciation. Un porte-clés, c'est quelque chose qu'on met sur la table au restaurant dans certains cas et qui montre à quel point, tu sais, on a une voiture, par exemple, XYZ. Là. Le King qui arrive au bar et qui tire ses clés de Cadillac sur le comptoir, voilà. Ben là, tu as juste à lancer ton iPhone. Ça marche pas. Pourrais-tu juste me donner mes mitaines dans le coffre à gants, s'il te plaît? Attends un peu. Faut que j'aille là-dedans. Non, ici, boîte à gants. Boîte à gants, on l'avait. Attends, non, c'est pas là. C'est... Oui. Boîte à gants. Là, ça s'ouvre. Vas-y. Non, elle s'ouvre pas. Elle est barrée. Même toi, t'es prêt à l'ouvrir. Attends, on va le faire. Il n'y en a pas de bouton. Ouvre. Ouvrir boîte à gants. Voilà, c'est on ça. l'a. Bon. Hey, on l'a, là. Les mitaines. Ça a pris 25 secondes. Non, il était en arrière. Ah, OK. Comment choisir un garagiste? Tout bon garagiste devrait avoir les certificats de qualification requis. Vérifiez aussi sa réputation, la garantie offerte sur les réparations, s'il affiche ses coûts et si ses installations sont conformes aux normes. Vous pouvez aussi choisir un garage recommandé CAA Québec. Les vérifications sont faites pour vous.
c'est une bagnole, évidemment, qui joue la carte de la performance. En mode normal ou en mode autonomie, bien, c'est une voiture qui est un peu plus danseuse du train arrière, même si c'est un 4 roues motrices. Alors que si tu le mets en mode performance pour aller chercher le maximum de puissance, bien là, tu vas avoir une répartition différente au niveau du rouage intégral. Il y a 2 moteurs électriques dans le cas qui nous concerne. Ça totalise 544 chevaux. Donc, c'est très puissant comme auto. Ça en est même peut-être un peu trop parce que j'ai pas l'impression que les gens qui vont se procurer cette voiture-là vont absolument vouloir aller chercher ce niveau de performance-là. Tu es dans le territoire des 3 secondes et demie pour un 0-100 km/h. As-tu besoin de ça dans une bagnole de cette vocation-là? Surtout qu'il y a la version à un seul moteur unique, qui est évidemment moteur sur le train arrière. Là, c'est 272 chevaux, donc presque la moitié de ce que l'on a effectivement dans la version à 2 moteurs. Et donc, un 0-100 en 7.1, mais sais-tu, 7.1 pour le 0-100, c'est quand même assez convenable. C'est très correct. Exactement. Et en plus, tu vas avoir plus d'autonomie. 499, je pense, d'autonomie annoncée. Ici, c'est 451. Bon, évidemment, en situation hivernale, c'est pas l'autonomie que tu vas obtenir. Puis, il faut souligner un truc. La Polestar 4 qu'on nous a confiée, c'est la Polestar 4 la moins efficace en termes d'autonomie parce qu'elle est équipée du groupe Performance avec la suspension de performance. Mais surtout... Les ceintures jaunes, effectivement. C'est la signature visuelle des modèles de performance chez Polestar, avec les étriers, évidemment. On a des freins Brembo plus performants, mais on a surtout des roues de 22 pouces. Et ça, là... c'est pas adapté à une conduite au Québec. Les constructeurs s'obstinent à vouloir offrir des roues toujours plus grandes avec des pneus qui sont pas plus épais qu'une timing belt, mais ça donne comme résultat un impact sur le confort, sur l'autonomie et une plus grande difficulté à balancer ces roues-là, à faire en sorte que tu as une conduite intéressante. Là, on est sur un circuit dans des conditions idéales, on s'amuse, tout va bien. Jamais je prendrais ce groupe d'options-là, même si c'est plus beau au coup d'œil. C'est vrai, là, ça donne un look intéressant, absolument. Mais jamais j'en voudrais. 20 pouces, c'est déjà bien en masse et ce sont les roues de série qu'on va obtenir là-dessus. Il y a un truc que j'aime beaucoup de cette voiture, du groupe Performance, même tes bouchons de valve de pneus sont de couleur or sur cette voiture. Ça c'est la première chose que tu vas te faire voler. ça vaut le prix du groupe d'options à lui seul. Ici, on a évidemment, la version à 2 moteurs, vocation plus sportive pour ce modèle. Ouais. Moi, ce que je trouve un peu décevant, par contre, la façon dont la voiture est configurée la rend pas nécessairement plus sportive que la Polestar 3. La Polestar 3, qui est pourtant un VUS, lui a un rouage qui est beaucoup plus perfectionné avec, évidemment, la possibilité d'envoyer un peu plus de couple à la roue extérieure en virage. Et donc, c'est un peu étonnant de voir que ce système-là a été utilisé pour le VUS, qui n'est pas nécessairement un véhicule à vocation de performance. Ça aurait été plus intéressant de l'avoir sur ce modèle-ci, justement parce qu'on veut jouer la carte de la performance. Le centre de gravité est plus bas, alors c'est à son avantage, bien sûr. C'est aussi quand même une voiture qui est relativement lourde. Là, on parle de 2355 kg dans la version que l'on conduit actuellement. Je peux pas dire qu'on le ressent tant que ça parce qu'en conduite, c'est quand même une auto facile à manœuvrer. Il y a un bel avantage de ce côté-là. C'est très stable sur autoroute. Je déteste pas du tout conduire ça. Très grosse batterie sur cette voiture, capacité de 100 kWh, dont 94 kWh sont utilisables. On annonce une autonomie de 451 km dans le cas, évidemment, de ce modèle ici à 2 moteurs. Puissance de recharge quand même assez élevée, 200 kW. Oui, c'est très bien de ce côté-là, ça va. Tu peux ravitailler la voiture de 10 à 80 en 30 minutes dans les meilleures conditions, évidemment. Il n'y a pas de port NACS. Ça, c'est une surprise parce que c'est une voiture qui vient d'arriver sur le marché. C'est pas la fin du monde. Mais il y a un truc, par exemple, qu'il faut souligner, c'est que si tu regardes les cotes de consommation énergétique de Transport Canada, tu es à 25,5 kWh par 100 km de moyenne. Ce qui est très élevé. Ce qui est très élevé. Mais si tu fais le calcul de consommation énergétique en prenant en considération le 94 kWh de taille de batterie et l'autonomie à 451 km annoncée, tu arrives à une moyenne de consommation énergétique de 20,8. Ce qui est plus raisonnable. Ce qui est plus raisonnable.
et qui correspond un peu mieux à la réalité, finalement. Évidemment, dans des conditions estivales, parce que depuis que j'ai pris possession de la voiture, bien, j'ai roulé environ 1000 km et j'étais à 30 kWh par 100 km de moyenne. Mais on est en hiver. 30 kWh au 100 km, bien, ça veut dire un peu plus de 300 km d'autonomie, mais c'est évidemment une consommation énergétique élevée. Et on se rend compte encore une fois que plus une voiture a une grosse batterie, plus une voiture est lourde et plus il y a un fort impact sur la consommation énergétique durant la saison froide. Tu as beau avoir une vitesse de charge impressionnante sur cette voiture-là, il va falloir que tu aies les conditions idéales pour te recharger assez rapidement. Et c'est pas aussi rapide, veut pas, que quand tu as une batterie de plus petite taille et un véhicule qui est plus léger. Certains plans acceptent les véhicules commerciaux sans frais supplémentaires. Si tu travailles avec ton auto, ça vaut la peine de vérifier. En ce qui concerne l'échelle de prix de la Polestar 4 2026, ça commence à 68 050 frais de transport et réparation inclus, et ça va jusqu'à 73 050 Pour le modèle d'essai d'aujourd'hui, on parle d'une étiquette de prix de 94 000 avec tous les ensembles d'équipements inclus. Pour ce qui est du financement, on parle d'un paiement de 1 576 taxes incluses, à un taux de 1,99 sur 72 mois. Côté location, c'est 1 492 taxes incluses, à un taux de 4,49 sur 48 mois, avec 20 000 km inclus par année. Considérant les taux proposés, on voit clairement que Polestar veut encourager l'achat. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes concernant la valeur de revente. Espace Cargo Pratique, approuvé par Patrick Morin. Les gars, comme tous les constructeurs qui se sont lancés dans le 100% électrique, Polestar est encore dans le creux de la profitabilité. On veut savoir aujourd'hui si le Polestar 4 peut sauver un peu la marque, là. Oui, bien d'abord, il faut mettre les gens en contexte. La Polestar 2 ne peut plus être vendue chez nous depuis un certain temps en raison des contre-tarifs de 100 pour les véhicules de fabrication chinoise. On verra ce qui va arriver avec tout ça, mais pour le moment, ça ne s'applique plus. Le Polestar 3, bien, c'est un autre problème parce que lui est fabriqué du côté des États-Unis, donc les prix ont explosé parce qu'il y a des contre-tarifs qui viennent s'appliquer. Fait qu'on a augmenté les prix de pratiquement 20 000 ce qui veut dire que la Polestar 4, qui, elle, est de fabrication coréenne, est la seule voiture chez Polestar sans tarif, si tu veux. Ça demeure un produit relativement niché. Et il faut que tu veuilles ce genre de produit-là pour t'y intéresser. Il y a énormément de qualité en ce qui me concerne, mais c'est pas suffisant pour faire survivre une marque au complet, là. Surtout le fait que si on compare justement à la Polestar 2, qui, elle, est une voiture qui adresse une clientèle qui est beaucoup plus large que ce véhicule-ci, qui est un produit beaucoup plus niché et surtout beaucoup plus cher également. Ouais. Et donc, de ce côté-là, c'est difficile de dire qu'on va miser là-dessus pour sauver une marque quand on parle d'un produit de niche dont le prix est vraiment très, très élevé et qui, en plus, comporte tellement de bugs au niveau d'informatique et de tout ce qui s'appelle des systèmes de sécurité qui sont très intrusifs dans ce véhicule-là. Donc, on sent véritablement que sur le plan technologique, c'est pas nécessairement encore au point. Il y a encore plusieurs bugs à Comme chez régler, plusieurs produits Volvo, d'ailleurs. Exact. Et donc, de dire que c'est ça qui va sauver la marque, là, on est loin du compte. Moi, je trouve qu'on a des bons points chez Polestar, surtout de la manière qu'on a été capable de dessiner ce châssis-là pour que le véhicule soit agréable à conduire. On a des racines performance en Polestar, c'était l'ancienne division performance chez Volvo. Un véhicule qui est agréable à conduire, mais est-ce que tout le monde veut s'en aller vers ça pour ce type de véhicule-là? Puis aussi, à l'intérieur du Polestar 4, c'est dénudé de commandes manuelles. On s'en va vers le entièrement numérique, si on veut. Et puis quand Tesla l'a fait, on dirait que c'était cool, mais maintenant, on revient un peu vers les commandes manuelles dans les véhicules parce que les gens les demandent. Mais non seulement ça, tu parlais justement de la dynamique du véhicule, mais ce que je regrette, par contre, c'est qu'on n'a pas pris la même motorisation que le Polestar 3 avec la répartition vectorielle du couple à l'arrière. Ça a été parfait sur ce véhicule-là, justement, pour bonifier encore plus la dynamique. Ça aurait augmenté le prix, par exemple. Ça aurait peut-être augmenté le prix, mais le système est déjà développé pour la Polestar 3, donc facilement adaptable sur ce modèle-là. Si on veut jouer cette carte-là, véhicule de niche, performance, etc.,
pourquoi pas faire l'étape suivante qui est d'ajouter justement cette répartition vectorielle du couple à l'arrière qui change complètement la dynamique du véhicule. Gabriel, ton verdict sur la Polestar 4? Moi, je n'ai pas vraiment aimé. Encore une fois, trop de problèmes de logiciels et de bugs techniques sur ce modèle-là qui, en plus, coûte véritablement très cher pour ce que c'est. En ce qui me concerne, c'est un oui, parce que j'aime la conduite, j'aime l'originalité du produit. C'est quand même construit assez solide. Il ne faut pas aller dans les versions trop haut de gamme, se limiter dans les options et on loue, on n'achète pas parce que hors garantie avantage plus, mettons. Évidemment, pour moi, un véhicule que j'ai aimé conduire, je trouve que l'agrément de conduite est là. Par contre, à l'intérieur, un peu dénudé pour un véhicule qui se veut quand même un petit peu haut de gamme. Ça prend un petit peu de substance dans l'habitacle. Puis autrement, là, je vais dire comme vous, à la location, là, c'est beaucoup mieux. Merci les gars. La semaine prochaine, on vous présente une émission spéciale sur les véhicules électriques.